Dans le 20h, je suis très heureuse d'écrire cette nouvelle page avec vous et avec la formidable rédaction de France Télévisions pour vous informer. Cher public, c'est un coup de tonnerre dans le monde médiatique français. Léa Salamé a brisé le silence et a décidé de tout révéler sur celui que le public croyait insaisissable, Fabrice Lucchini. Dans une confession inattendue et explosive, la journaliste de France 2 a dévoilé la face cachée de leur relation intellectuelle et émotionnelle, un mélange d'admiration et de dégoût réciproque qui secoue aujourd'hui les coulisses du PF. Tout a commencé lors d'une émission devenue culte, où l'alchimie entre eux semblait évidente. Leurs échanges cinglants, leurs sourires complices et leur silence lourd de sous-entendus avaient fasciné des millions de téléspectateurs. Mais derrière l'écran, Léa Salamé avoue avoir vécu une tension presque insupportable, un mélange de fascination et de rejet face à un homme qu'elle décrit comme imprévisible, dominateur et d'une intensité déroutante. Elle évoque ce moment précis où tout a basculé lors d'un tournage en fin de soirée quand Lucchini, soudainement irrité, aurait eu des paroles d'un mépris glacial, un ton qui, selon elle, l'a profondément marqué. Depuis ce jour, dit-elle, le vernis de l'admiration s'est fissuré, laissant place à une forme de dégoût viscéral. Pour celui qu'elle considérait naguère comme un génie des mots, les réseaux sociaux se sont immédiatement enflammés. Après ces déclarations, des internautes bouleversés ont revisité les anciennes émissions cherchant dans chaque regard, dans chaque geste, les signes précurseurs de cette rupture symbolique. Certains parlent d'un choc d'ego, d'autres d'une vengeance tardive, mais tous reconnaissent que cette révélation change à jamais l'image publique de Fabrice Lucchini. L'homme au verbe flamboyant que l'on croyait insensible au jugement des autres se retrouve aujourd'hui au centre d'une tempête médiatique, où l'intelligence et les sentiments se mêlent dangereusement. Léa Salamé, quant à elle, assume tout d'un ton calme mais ferme. Elle confie avoir longtemps hésité avant de parler par peur des répercussions, mais aussi par respect pour une époque où l'art et la parole comptaient plus que l'ego. Cette sincérité inattendue bouleverse autant qu'elle intrigue, faisant de cette histoire un véritable séisme émotionnel dans l'univers feutré des plateaux télé où la vérité n'éclate presque jamais en plein jour. Depuis cette révélation explosive, le monde médiatique français semble suspendu entre stupeur et fascination, car les mots de Léa Salamé n'ont pas seulement touché un homme, ils ont ébranlé une icône, un mythe vivant du verbe et de la scène. Fabrice Lucchini, longtemps perçu comme un esthète de la langue, un homme au-dessus des passions ordinaires, apparaît soudain nu, fragile, dérangé par une femme qui a osé pénétrer l'intimité de son mystère. Les rédactions s'enflamment, les talk-shows s'arrachent le sujet, les anciens collaborateurs racontent à demi-mot l'atmosphère électrique qui régnait lors de leurs échanges, ce mélange d'admiration brûlante et de mépris glacé qui transperçait chaque regard. On se souvient de ce soir sur le plateau de France Inter, où Lucchini, soudain nerveux, lança une tirade tranchante à l'adresse de la journaliste. Une phrase que tout le monde avait prise pour une boutade brillante, mais qui aujourd'hui résonne comme un cri de dégoût étouffé. Léa Salamé, sous son sourire professionnel, aurait alors compris que derrière le charme du poète se cachait un ego impossible, un esprit incapable d'accepter qu'une femme puisse lui résister sur le terrain des idées. Dans son entourage, on raconte qu'après chaque émission, elle rentrait épuisée, vidée, cherchant à comprendre ce mélange étrange de fascination et de répulsion que cet homme suscitait en elle. Fabrice Lucchini, de son côté, aurait confié à un ami qu'il la trouvait brillante, mais insupportable, trop moderne, trop indépendante, trop libre pour qu'il puisse la dominer comme il dominait les mots. Ce rapport de force silencieux a nourri pendant des années un non-dit que le public ressentait sans pouvoir le nommer. Et puis un jour, la barrière a cédé. Ce qu'elle décrit comme le moment de bascule, un dîner de production où Lucchini aurait refusé de partager la même table, prétextant un malaise face à une présence qui le dérangeait au plus profond de lui. Ce soir-là, Léa Salamé aurait compris que le dégoût dont il était question n'était pas une simple réaction d'humeur, mais un rejet viscéral, presque philosophique, celui d'un homme qui ne supporte pas d'être déstabilisé par une femme de pouvoir. Ces propos, enregistrés plus tard dans un documentaire interne à France Télévisions, auraient en effet tremblé la hiérarchie, certains craignant que l'affaire ne prenne une ampleur incontrôlable. Pourtant, elle a choisi de parler, de dire ce que tant d'autres taisent, non pour se venger, mais pour libérer une parole enfouie sous des années de silence respectueux. Depuis, les images d'eux deux circulent partout, disséquées, ralenties, commentées image par image, comme une autopsie de la complicité brisée.
Les fans de Lucchini, déchirés, oscillent entre défense passionnée et désillusion amère. Beaucoup redécouvrent en lui un homme moins divin, plus humain, peut-être trop. Certains témoignent de moments similaires vécus dans le monde des médias, où le charisme peut devenir une arme, où la séduction intellectuelle vire au contrôle émotionnel. Léa Salamé, en révélant ce qu'elle appelle le dégoût, a ouvert une faille dans le mythe du grand orateur. Ce mot, simple mais violent, hante désormais les discussions de couloir, les articles d'opinion, les débats télévisés. Le dégoût de Lucchini, ce n'est pas celui d'un homme contre une femme, mais celui d'un esprit qui se heurte à un autre, égal, libre et indomptable. Et c'est là tout le paradoxe fascinant de cette histoire, car derrière le scandale apparent se cache une vérité plus profonde sur la peur de l'égalité, la fragilité du génie et la puissance d'une parole féminine qui ose affronter le mythe sans trembler. Selon les confidences exclusives de Léa Salamé, ce qu'elle a décrit comme un dégoût n'était pas une simple tension passagère, mais un rejet profond d'une attitude qu'elle ne pouvait plus tolérer. Elle raconte qu'au fil des années, elle a vu se dessiner un visage de Fabrice Lucchini très différent de celui que le public idolâtrait. Derrière le charme du conteur se cachait un homme qu'elle jugeait hautain, moqueur, parfois cruel dans ses jugements. L'actrice du Verbe, si souvent célébrée, s'est sentie humiliée par des réflexions blessantes lancées entre deux prises, des gestes de désapprobation, des regards lourds d'arrogance qui transformaient chaque échange en duel invisible. Ce dégoût, explique-t-elle, venait de cette manière qu'il avait de transformer tout en théâtre, même la sincérité, même la douleur. Dans un passage resté secret jusqu'ici, Léa Salamé évoque une scène glaçante survenue après une émission de fin d'année. Alors que toute l'équipe célébrait le succès de l'émission Lucchini, aurait eu des paroles acides sur la présence féminine dans les médias, déclarant qu'elle n'avait rien à faire dans un monde d'hommes de lettres. Cette phrase l'aurait heurtée plus que tout autre. Elle dit avoir ressenti à ce moment précis un dégoût physique, un rejet immédiat d'une vision du monde qu'elle croyait révolue. Ce n'était pas seulement l'homme qu'elle ne supportait plus, mais l'image qu'il incarnait, celle d'un intellectuel figé dans ses certitudes, incapable d'accueillir la modernité. Des proches affirment qu'elle a longtemps gardé le silence par respect pour sa carrière et pour l'aura du comédien, mais que l'accumulation des humiliations subtiles a fini par fissurer son admiration. Les témoins présents ce soir-là parlent d'un moment de gêne absolue, un silence pesant que seule la voix nerveuse de Lucchini brisait en récitant des vers comme pour effacer sa propre brutalité. Depuis cette scène, Léa Salamé confie avoir vu dans ses attitudes des signes qu'elle n'avait jamais osé interpréter avant des soupirs exaspérés lorsqu'elle prenait la parole, des compliments ironiques sur sa tenue, des apartés sarcastiques dans les couloirs. Tout ce qu'elle prenait autrefois pour de l'humour ou du génie lui apparaissait désormais comme du mépris déguisé. Ce sont ces détails accumulés, ces micro-agressions élégantes qui ont nourri ce sentiment de dégoût. Les images ressortent aujourd'hui et circulent sur les réseaux où des internautes redécouvrent les moments de malaise que personne n'avait osé nommer à l'époque. On y voit Lucchini se détourner d'elle pendant qu'elle parle, lever les yeux au ciel, couper la parole pour imposer ses tirades. Ces fragments d'archives deviennent les pièces d'un puzzle que tout le monde assemble maintenant avec stupeur. Léa Salamé décrit aussi une autre scène plus intime survenue hors caméra, un dîner professionnel où Lucchini, entouré d'amis comédiens, aurait tourné en dérision ses origines libanaises et son accent qu'il imitait de manière caricaturale sous les rires gênés de l'assistance. C'est ce soir-là, dit-elle, que le respect s'est brisé définitivement. Ce geste, loin d'être anodin, a cristallisé tout ce qu'elle ne supportait plus, cette suffisance, cette manière de briller en écrasant les autres. Ce sont ces instants-là qui ont transformé l'admiration en dégoût. Et quand elle parle aujourd'hui, son ton n'est pas vindicatif mais lucide, comme si elle constatait froidement la chute d'une idole. Les médias se divisent, certains la soutiennent pour son courage, d'autres dénoncent un déballage inutile, mais tous reconnaissent la force du choc provoqué, car en dévoilant ce qu'elle a vu, ressenti et subi, Léa Salamé ne vise pas seulement un homme, mais une époque entière où la domination verbale se confondait avec le talent. Lorsque Fabrice Lucchini a appris les révélations de Léa Salamé, le silence qui a suivi a été plus assourdissant que n'importe quelle déclaration. L'acteur, d'ordinaire si prompt à la parole, a été décrit par son entourage comme abasourdi, blême, presque figé. Les témoins de cette réaction racontent qu'il est resté de longues minutes, seul, dans sa loge, les mains jointes, fixant un point invisible. Lui qui a toujours maîtrisé le langage, s'est retrouvé soudain prisonnier d'un mutisme total. Puis, lentement, la colère a pris le dessus, une colère froide, d'abord muette, puis vibrante.
Il aurait confié à un proche qu'il se sentait trahi, blessé dans ce qu'il a de plus précieux, son image, son verbe, sa légende. Les jours suivants, il n'a pas quitté son appartement du 6e arrondissement. Des voisins ont vu les volets fermés, un rare spectacle pour cet homme habitué à s'exposer. On raconte qu'il aurait brisé un exemplaire de Racine dans un accès de rage, comme si les mots eux-mêmes l'avaient abandonné. Les journalistes ont tenté d'obtenir une réaction, mais rien n'est venu, pas même une phrase ironique. C'est finalement, lors d'un enregistrement privé pour une émission de radio, qu'il a laissé échapper quelques phrases lourdes de sens. Il a parlé d'une époque de ressentiment, d'une génération qui confond lucidité et trahison, de la difficulté à exister dans un monde où la parole libre devient suspecte. Cette tirade, captée sans intention d'être diffusée, a fuité et s'est répandue sur les réseaux, déclenchant une onde de choc encore plus puissante. On y entend un Lucchini plus vulnérable que jamais, oscillant entre l'orgueil blessé et une détresse sincère. Sa voix tremble légèrement lorsqu'il prononce ces mots sur l'ingratitude du monde moderne. Certains y voient même un aveu, d'autres une mise en scène, mais tous reconnaissent la puissance émotionnelle de ce moment. Peu après, une photo a circulé, prise dans un café parisien, où l'on voit Lucchini seul à une table, le regard perdu, un livre ouvert qu'il ne lit pas. Cette image, reprise par la presse, est devenue le symbole d'un homme face à sa propre légende écornée. Des amis proches ont tenté de le défendre, affirmant que les propos de Léa Salamé avaient été mal interprétés, qu'elle parlait d'un malaise plus global et non d'une haine personnelle. Mais la phrase était trop forte, le mot trop violent. Dégoût. Ce mot est resté suspendu au-dessus de lui comme une ombre. Certains observateurs notent que depuis cette affaire, son comportement en public a changé. Plus distant, plus froid, il semble se méfier de tout. Lors d'une apparition récente au théâtre Montparnasse, il a évité les interviews, sortant par une porte dérobée, l'air fatigué, les traits tirés. Des spectateurs ont remarqué qu'il avait perdu de sa verve habituelle, que ses monologues semblaient plus sombres, presque introspectifs, comme si le doute s'était infiltré dans sa diction. Un technicien raconte qu'en coulisses, avant de monter sur scène, il murmure souvent des phrases à lui-même, comme pour se convaincre que la beauté des mots peut encore sauver quelque chose. Cette affaire a réveillé d'anciens souvenirs enfouis, notamment ceux de ses débuts difficiles, lorsqu'il était moqué pour son accent et son obsession du texte. Lucchini, qui a bâti sa carrière sur l'admiration du public, découvre aujourd'hui ce que signifie en être prisonnier. Dans une rare conversation avec un ami acteur, il aurait lâché cette phrase lourde de regret en affirmant que lorsqu'une femme qu'il respecte profondément le regarde avec dégoût, c'est le monde entier qui s'écroule. Une confession murmurée, mais reprise partout, citée, commentée, disséquée. L'homme qui maîtrisait l'art de dire se retrouve aujourd'hui victime de ce qu'il a toujours célébré, la vérité nue de la parole. Et c'est ce paradoxe, cette chute de lumière, qui rend cette affaire si fascinante et si cruelle à la fois. L'enfance de Léa Salamé et de Fabrice Lucchini, bien que séparés par une génération, semble pourtant tisser du même fil d'inquiétude, d'ambition et du besoin de dépasser son propre destin. Léa est née à Beyrouth, au cœur d'une ville déchirée par la guerre. Ses premiers souvenirs sont ceux des sirènes, du sifflement des balles et des vitres qui tremblent. Des sons qui lui ont appris très tôt que les mots pouvaient devenir un refuge. Son père, journaliste et intellectuel reconnu, lui a transmis la foi dans le dialogue, le sens du débat et le courage de penser à contre-courant. À 6 ans, sa famille s'est enfuie vers la France, laissant derrière elle un pays en ruine et des images d'enfance hantées qui ne la quitteront jamais. La petite Léa passait des heures devant la radio, apprenant la langue, l'accent, la mélodie du français. C'est là, dans le silence d'une chambre de banlieue parisienne, qu'est née la future journaliste, celle qui n'aurait jamais peur de poser les questions qui dérangent, même si les réponses faisaient mal. Dans son regard brillait déjà une forme de détermination, cette étincelle d'insistance qui deviendrait plus tard sa signature. Fabrice Lucchini a grandi dans un monde totalement différent, mais son enfance aussi fut marquée par le manque et le désir de s'extraire de la grisaille. Né dans le 19e arrondissement de Paris, au sein d'une famille d'immigrés italiens, il vivait entre les ciseaux de son père coiffeur et les gestes doux d'une mère au foyer. Le jeune Fabrice rêvait d'un ailleurs, loin du parfum de l'eau de Cologne et des bavardages des clients. Dès l'adolescence, il comprit que les mots avaient un pouvoir, qu'il pouvait construire un monde, et il décida qu'il voulait le posséder.
À 14 ans, il quitta l'école et erra dans les rues de Montmartre, observant les acteurs, écoutant les poètes, cherchant sa propre voix dans le brouhaha de la ville. Il travailla comme apprenti coiffeur, riait de ses maladresses, mais le soir venu, il récitait devant un miroir les vers de Racine et de Molière, apprenant la musique du verbe et la discipline du souffle. Peu à peu, cette obsession de la langue devint son arme, sa façon de survivre. Aujourd'hui encore, quand il évoque ces années, on sent dans sa voix la nostalgie mêlée à la colère contre un monde qui, longtemps, refusa de l'écouter. L'enfance de Léa et celle de Fabrice, bien que séparées par le temps et l'espace, partagent la même note intime, celle du besoin de prouver que l'origine n'est pas une condamnation. Elle, la fillette de Beyrouth, s'est construite dans le silence et l'ombre. Lui, le garçon des faubourgs parisiens, a sculpté sa légende dans le bruit et la lumière. Leur rencontre, des années plus tard, sur un plateau de télévision, fut comme le choc de deux destins façonnés par la résistance. Dans la voix de Léa résonnait la lutte pour le respect. Dans le ton de Fabrice vibrait la trace de vieux complexes dissimulés derrière un masque d'éloquence. Quand elle parlait de liberté, il entendait une menace à son autorité, et dans ses phrases à lui, elle percevait quelque chose de ce garçon qui avait toujours peur d'être mal compris. C'est dans cette tension, née de souvenirs lointains, que se cache le secret de leur affrontement. Chacun portait en soi l'écho d'une enfance qui criait encore « Ne te laisse jamais détruire ». Aujourd'hui, alors que la vérité éclate, beaucoup comprennent que leur histoire n'est pas seulement un drame médiatique, mais la rencontre de deux âmes façonnées par le manque et le désir. Dans leur regard sur les anciennes vidéos, dans les gestes suspendus, dans les silences entre deux phrases, on lit désormais une profondeur nouvelle. Comme si, dans ces secondes volées aux caméras, se reflétait toute leur enfance, la sienne, en quête d'attention, la sienne, en quête de compréhension. Et c'est là toute la force de cette histoire. Elle n'est pas seulement le récit d'un conflit, mais celui de deux existences forgées par la lutte et la volonté, unies par le destin au moment précis où la vérité devient trop lourde pour être encore dissimulée. Lorsque les propos de Léa Salamé ont éclaté sur les réseaux et dans la presse, la France entière a semblé retenir son souffle. En quelques heures seulement, son nom et celui de Fabrice Lucchini sont devenus les plus recherchés sur Internet. Les internautes se sont précipités pour revoir les anciennes interviews, les débats télévisés, les moments de complicité apparente qui, à la lumière de cette révélation, prenaient soudain une signification totalement différente. Les plateaux de télévision se sont enflammés, les chroniqueurs analysant chaque mot, chaque silence, chaque geste échangé entre eux au fil des années. Les plus fidèles admirateurs de Lucchini ont d'abord refusé d'y croire, invoquant la jalousie médiatique, la manipulation du récit, l'exagération d'un simple malentendu. Mais d'autres, plus attentifs, ont reconnu dans les paroles de Léa Salamé une vérité dérangeante, une fracture cachée derrière le vernis de l'admiration mutuelle. Dans les forums et sur les réseaux, des milliers de commentaires se sont accumulés, formant une mosaïque d'émotions contradictoires. Certains saluaient le courage de la journaliste, estimant qu'il fallait une grande force pour oser parler d'un homme aussi respecté. D'autres la condamnaient, accusant sa franchise d'avoir abîmé une légende vivante du théâtre. L'émission où elle avait prononcé ces mots a été rejouée en boucle, et l'audience a explosé. Sur TikTok, des extraits d'anciennes interviews ont été montés avec des ralentis et des musiques dramatiques, exposant les micro-expressions de Lucchini, les regards fuyants, les sourires forcés, comme s'il était possible de lire dans ces images les signes avant-coureurs du malaise. Des journalistes culturels ont ressorti des archives oubliées, des passages où Lucchini ironisait sur la télévision moderne, sur les journalistes qu'il jugeait trop conformistes. Ces phrases, insignifiantes à l'époque, prennent désormais un ton glacial. Un cliché, pris il y a quelques années dans les coulisses de France Télévisions, a particulièrement frappé le public. On y voit Léa Salamé, l'air concentré, parlant avec sérieux, tandis que Lucchini détourne la tête, un sourire figé au coin des lèvres. Cette image est devenue virale, interprétée comme la preuve silencieuse d'un mépris longtemps contenu. Dans la rue, devant les studios de France Inter, des curieux se rassemblent. Certains apportent des pancartes en soutien à la journaliste, d'autres affichent des citations de Lucchini en hommage à l'artiste qu'ils refusent de voir détruire. C'est devenu un phénomène national, un choc collectif où la frontière entre admiration et désillusion s'efface. Des psychologues et sociologues sont invités sur les plateaux pour expliquer pourquoi cette histoire bouleverse autant. Ils parlent d'un conflit de génération, de la chute des idoles, du besoin de transparence dans un monde où tout finit par se savoir.
Dans les librairies, les ventes des livres de Lucchini chutent légèrement, tandis que le podcast de Léa Salamé explose en audience. Les magazines People se pressent pour obtenir des confidences. Les photographes la suivent dans la rue, capturant ses expressions fermées, sa silhouette plus discrète qu'à l'accoutumée. Elle ne parle pas, elle avance entourée du bruit, mais silencieuse comme si elle savait que le tumulte finira par s'épuiser. Ce silence renforce encore le mystère, nourrit la fascination. Les fans eux-mêmes semblent partagés entre deux fidélités impossibles à concilier. Ils redécouvrent leur héros et comprennent que derrière chaque image parfaite se cache une tempête invisible. Et c'est peut-être ce paradoxe, cette vérité trop humaine, qui rend cette affaire si irrésistiblement captivante. Chaque jour apporte une nouvelle analyse, un nouveau détail révélé, une phrase sortie d'un vieux reportage qui semble tout expliquer. La France regarde, écoute et commente, comme hypnotisée, incapable de détourner le regard de cette histoire, où la passion, le talent et la blessure s'entrelacent dans un drame aussi intime que collectif. Dans les jours qui ont suivi, la tension est montée d'un cran, transformant cette affaire en un véritable phénomène social. Les plateaux télé ne parlaient plus que de cela. Les rédactions de magazines, de journaux, même les émissions de divertissement les plus légères, se voyaient contraintes d'évoquer le sujet, tant l'onde de choc dépassait le simple cadre culturel. Ce n'était plus seulement une histoire entre deux figures médiatiques, c'était devenu un miroir de la société française tout entière, partagé entre la fascination pour la gloire et la soif de vérité. Dans les cafés, dans le métro, au détour des conversations anodines, les noms de Léa Salamé et de Fabrice Lucchini revenaient sans cesse, portés par des voix passionnées, parfois furieuses, parfois émues. Ce qui frappait le plus, c'était la façon dont chacun semblait voir en eux une projection de ses propres blessures, de ses propres luttes. Les femmes voyaient en Léa Salamé une figure de courage, celle qui osait briser le silence sur les rapports de domination intellectuelle, sur ces formes subtiles de mépris que tant avaient ressenties sans jamais pouvoir les nommer. Les hommes, pour beaucoup, se sentaient désorientés, déstabilisés par la fragilité inattendue d'un monument comme Lucchini. L'admiration se mêlait à la pitié, la colère à la nostalgie. Des lettres anonymes sont arrivées à la rédaction de France 2, des messages bouleversants écrits par des spectateurs qui confiaient à quel point cette révélation les avait ébranlés. Une femme racontait qu'elle n'avait jamais eu le courage de dénoncer les humiliations qu'elle avait subies dans le monde du travail. Un étudiant écrivait que pour la première fois, il voyait ses idoles non comme des dieux, mais comme des êtres humains. La culture française, bâtie sur le culte du verbe et du charisme, semblait vaciller, et cette vacillation fascinait. Sur les réseaux, les montages vidéo continuaient à circuler. De nouveaux détails émergeaient chaque jour. On redécouvrait des séquences oubliées, des regards, des gestes, des mots qui prenaient en soudain une dimension nouvelle. Le public se transformait en enquêteur collectif, recomposant les fragments d'une vérité cachée à la vue de tous. Dans les universités, certains professeurs de sociologie utilisaient même cette affaire comme étude de cas pour illustrer les mécanismes de pouvoir symbolique et la complexité du rapport entre admiration et dégoût. Pendant ce temps, les deux protagonistes restaient silencieux. Ce silence devenait presque insoutenable. On disait que Léa Salamé avait pris quelques jours de recul, qu'elle s'était réfugiée loin de Paris, dans une maison de campagne, pour retrouver le calme et la distance nécessaires. Des témoins l'auraient vu marcher seule au bord d'un lac, les écouteurs aux oreilles, plongé dans ses pensées. Fabrice Lucchini, lui, s'était enfermé dans le travail. Il répétait un nouveau texte, un monologue sur la vanité et la fragilité humaine. Et ceux qui avaient eu la chance de le voir sur scène disaient qu'il n'avait jamais été aussi intense, aussi habité. Certains murmuraient que ce rôle était sa réponse implicite, son exorcisme. L'émotion autour de cette histoire n'était plus celle d'un scandale, mais celle d'une tragédie moderne. Les médias eux-mêmes semblaient touchés, oscillant entre culpabilité et admiration. Des chroniqueurs ont reconnu qu'ils avaient participé à construire des idoles sans jamais interroger les blessures cachées derrière le talent. D'autres, plus cyniques, profitaient du tumulte pour vendre encore plus de couvertures et d'audience. Mais au fond, personne ne restait indifférent. Le public, d'abord avide de sensationnel, découvrait peu à peu une dimension plus profonde à cette affaire. Ce n'était pas seulement un affrontement d'ego, c'était une histoire de désillusion, d'idéal perdu, de respect trahi. Et cette nuance, cette complexité rare, donnait à cette affaire une portée presque poétique. Dans les nuits parisiennes, on parlait encore d'eux comme on parle des héros d'un drame antique, pris dans un destin qu'ils n'avaient pas voulu, mais qu'ils incarnaient malgré eux. Les lumières des plateaux s'étaient éteintes, les micros s'étaient tus, mais dans le silence qui suivait,
quelque chose restait suspendu, une vibration que personne ne savait apaiser. Et dans ce silence, le public continuait à écouter, à attendre, comme s'il savait que cette histoire n'avait pas encore livré tout son sens, comme si un dernier acte restait à venir. Au-delà du tumulte, au-delà des malentendus et des blessures, il reste une vérité essentielle. Léa Salamé et Fabrice Lucchini ont offert à la France bien plus qu'un simple épisode médiatique. Ils ont rappelé que la parole, quand elle est sincère, peut bouleverser les consciences. L'une incarne le courage tranquille, la lucidité d'une femme qui ose dire ce qu'elle ressent sans haine, avec la force de la vérité. L'autre, symbole d'une génération d'artistes habités par le verbe, porte encore en lui la passion brûlante de ceux qui vivent pour la beauté du langage. Ensemble, même dans la tension, ils ont redonné au débat public sa profondeur et à l'émotion son humanité. Ce que nous voyons, c'est la fragilité des âmes fortes, celles qui ne craignent pas de se dévoiler. Rendons-leur hommage pour leur authenticité et leur courage. Si vous avez été touché par cette histoire, soutenez-les par un geste simple. Aimez, partagez et abonnez-vous pour continuer à célébrer les voix qui osent encore dire la vérité.